Bien, écoutez, mes chers collègues, on va reprendre nos travaux avec l'audition aujourd'hui de M. Bernard Schmitt, qui est président de Vosges Nature Environnement, membre du collectif O88, de M. Jean-François Fleck, c'est bien dit, c'est bien prononcé, vice-président de l'association France Vosges Nature Environnement, et de Mme Maïté Muscat, coprésidente de l'association Lorraine Nature Environnement. Madame, Monsieur, je suis tenu à vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure » et avant vous appuyez sur le bouton pour qu'on puisse... Allez-y, monsieur. Voilà. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci beaucoup, madame, messieurs. Et également, je dois vous demander si vous auriez d'éventuels liens d'intérêt avec l'objet de notre commission d'enquête. Madame. Aucun lien d'intérêt, monsieur. Une zone d'intérêt, mais aucun lien d'intérêt. Aucun lien d'intérêt. Merci beaucoup de vos réponses. Donc, je vous rappelle rapidement pour les internautes, parce que je me permets de rappeler que cette audition est retransmise sur le site du Sénat, que donc, le Sénat a constitué le 20 novembre dernier une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, les médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur des eaux minérales et de source. Notre commission d'enquête vise à faire la lumière sur ce dossier sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Mes chers collègues, notre audition du jour est consacrée à une table ronde des associations de défense de l'environnement. Pourriez-vous, à tour de rôle, nous présenter les caractéristiques et les enjeux prioritaires relatifs aux exploitants embouteilleurs de votre territoire? Certains d'entre vous ont été associés à la conclusion de la convention judiciaire d'intérêt public entre le procureur d'Épinal et Nestlé Water Supply Est. Pourriez-vous revenir sur ces modalités et les mesures de réparation mises en œuvre? Comment êtes-vous, en tant qu'association associée à la gouvernance locale de la gestion de l'eau? Estimez-vous que les embouteilleurs s'engagent suffisamment en faveur de la préservation de la ressource en eau? Voici quelques thèmes sur lesquels notre rapporteur, et je lui fais confiance, va vous interroger. Nous vous proposons de dérouler cette audition en 3 temps. Alors, je veux dire, comme vous êtes 3, on va dire 30 minutes de présentation, enfin, au plus. Puis notre rapporteur, bien sûr, vous posera les questions qu'il souhaite, et puis également nos collègues présents, et je les en remercie, pourront également vous poser des questions. Donc, madame, monsieur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, messieurs les membres de la commission d'enquête, de nous permettre de nous exprimer. Il y a aussi des dames membres, mesdames et messieurs les membres. Mesdames et messieurs de la commission, si vous le permettez, je m'adresserai plutôt en ce moment aux personnes qui se connectent ou qui verront la diffusion de cette séance par le biais d'un podcast et qui ne sont sans doute pas dans la complexité du dossier comme vous pouvez l'être. Donc il m'apparaissait important d'avoir une première approche de simplification pour nous donner nos intentions et faire comprendre les différentes étapes de notre travail. Je serai rapide et c'est Jean-François Fleck. Ça peut être aussi intéressant pour les membres de la commission d'enquête, parce que tout le monde peut-être n'a pas la technicité du projet. Donc pour leur culture générale, ça va accroître encore leur culture générale. Mais là, ils deviennent des spécialistes de l'eau bouteille, de l'eau minérale en bouteille, mais ça permettra. Voilà. Donc, allez-y. Et c'est ensuite Jean-François Fleck qui prendra le dossier par le corps, si j'ose dire. Alors, d'où nous parlons? Maïté Muscat l'a dit, elle a parlé du collectif eau. Celui-ci s'est constitué tout simplement en 2016, parce que nous avons été 4 à voter contre les orientations de la commission locale de l'eau. Nous étions 4 en 2016, nous sommes toujours 4 en 2024, aucun des 42 autres membres de la commission ne nous a rejoints. Je voulais exposer en deuxième partie nos principes de travail. Nous sommes bien sûr traités d'activistes de l'eau, ce que nous acceptons bien. En réalité, nous nous considérons comme des lanceurs d'alerte. Pour dire que nous ne faisons pas état de conviction, mais bien de valeurs liées à l'éthique. Je pense à l'eau bien commun inaliénable, je pense à la loi de 2006 avec ses hiérarchies d'usage de l'eau qui n'a jamais été respectée dans les Vosges.
Ensuite, des critères scientifiques. Collectivement, nous disposons d'une réelle expertise scientifique. Des universitaires travaillent avec nous. Nous savons traiter les données, les interpréter, etc. Et puis aussi, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis nous travaillons pour l'essentiel à partir de rapports existants. Nous ne créons pas de données. Nous utilisons les données existantes, je parle notamment des rapports du BRGM, mais pas que, des rapports des directions du territoire de la préfecture, et éventuellement, bien sûr, des consultants spécialisés sur l'eau. Parfois, on est surpris par certaines interprétations, mais nous les utilisons. La grande difficulté étant d'utiliser les témoignages, qu'en général, nous n'utilisons pas si nous ne pouvons pas croiser les données avec d'autres sources. Alors, pour dire que, nos données sont sourcées, d'accord, et quand elles ne le sont pas, nous ne les publions pas. Nous savons, à titre personnel, que depuis 92 au moins, les eaux sont traitées sur Vittel. Nous n'en avons jamais fait état, car nous n'avons jamais trouvé de source sérieuse pour le déclarer. Les éléments marquants de notre combat depuis 2016. En 2016, nous découvrons, par un rapport du BRGM de 2 années auparavant, que le BRGM est surpris qu'on épargne les industriels, je dis bien les industriels, de la circonscription, de toute économie d'eau, pour la faire porter uniquement aux citoyens. C'est le projet de pipeline et simultanément, cette même année, nous découvrons un conflit d'intérêts qui concerne la présidente de la commission locale de l'eau, son mari, cadre dirigeant chez Nestlé Waters, président d'une association qu'il a fondée et qui est devenue structure porteuse du SAGE, et pour cela participant même au comité technique de la commission locale de l'eau. Grâce à Anticorps, ces éléments seront signalés au parquet d'Épinal et se conclura plus tardivement par une condamnation et de la Vigie de l'eau, l'association, et de la présidente de la Clé pour prise illégale d'intérêt en faveur de Nestlé. En 2019, c'est l'échec du projet de pipeline, c'est l'échec de la préfecture, c'est l'échec du conseil départemental, c'est l'échec des élus locaux, et c'est surtout l'échec de Nestlé, grâce à la décision de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, qui va revenir sur l'accompagnement qui était en œuvre pour cette idée de pipeline. Nous n'avions pas pensé que cet élément serait aussi déstructurant pour les affaires de Nestlé. Et puis récemment, en 2024, c'est la convention judiciaire d'intérêt public qui clôt temporairement notre combat et dont l'audience d'homologation a eu lieu le 10 septembre 2024. Je vais laisser la parole à monsieur le rapporteur qui était impatient de vous questionner. Je le sentais à mes côtés, impatient. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Merci à vous pour vos présentations aux uns et aux autres. Peut-être commencer par la question de cette CGIP, de cette convention judiciaire d'intérêt public, pour creuser un peu le point. D'abord, peut-être vous demander ce que vous avez pensé du recours à cette convention, ce que vous avez pensé du montant de l'amende d'intérêt public qui a été mise en charge de Nestlé Waters, qu'est-ce que vous avez pensé des mesures de compensation écologique et de réparation du préjudice écologique qui ont été exigées, qu'est-ce qui a été mis en œuvre à l'heure actuelle, et puis pour vous-même, estimez-vous avoir été correctement indemnisé par Nestlé Waters. Donc une question sur voilà, ce que vous avez pensé de cette CGIP, le montant, le préjudice, la réparation du préjudice, et pour vous-même. Alors, si vous voulez, nous, on a découvert cette procédure. C'est la première fois qu'on y était confronté. On ne savait pas que ça pouvait exister et que, donc, dans le cadre d'une plainte au pénal, on pouvait donc apporter des solutions en dehors du déroulement normal. Excusez-moi, est-ce que vous avez bien le micro parce que... Oui, alors je ne suis pas assez près. Peut-être, voilà, parce que... D'accord, voilà. je me rapproche. Merci. Oui, donc c'est la première fois qu'on était confronté à ce type de procédure. Et quand nous avons été contactés, on a regretté un peu que ça se fasse dans la précipitation, où on a eu très peu de temps pour dire si on était d'accord avec le principe, la procédure ou pas.
Donc il a fallu pour nous analyser quels étaient les avantages et les inconvénients de ce type de procédure, sachant que bon, le gros avantage pour nous, c'était éventuellement avoir des solutions, enfin une résolution de cette situation dans un temps beaucoup plus court que si on suivait le cheminement normal de la justice, avec le risque, in fine, au bout de plusieurs années de procédure, d'arriver peut-être à une non-condamnation pour telle ou telle raison, parce qu'avec beaucoup d'argent et avec de nombreux avocats, on arrive finalement quand même à défendre sa position plus facilement. Et donc, on a accepté le principe dans le sens où ça permettait d'apporter des réponses rapides, d'avoir une sorte de alors, l'ambiguïté, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a une reconnaissance de culpabilité puisqu'il n'y a pas eu de jugement. Par contre, il y a une reconnaissance implicite de responsabilité de Nestlé dans le sens qu'il accepte par une indemnisation et par une réparation du préjudice écologique, il accepte donc des contreparties. Alors, au niveau des échanges avec le procureur et Nestlé, ça a été plutôt décevant parce que le procureur a eu beaucoup d'entretiens avec Nestlé, mais très peu avec nous. On l'a rencontré une fois et on a pu lui exprimer nos attentes, qui n'étaient pas seulement la réparation du préjudice moral par une indemnisation, mais qui étaient surtout la réparation du préjudice écologique. Et nous demandions que soit imposée dans ce cadre à Nestlé une étude avec un cahier des charges que nous proposions pour enfin aboutir à ce que nous demandons depuis de nombreuses années, c'est-à-dire la réalisation d'une étude du fonctionnement de la nappe et donc des impacts des prélèvements réels sur les milieux aquatiques. Bon, ça n'a pas été accepté en ces termes. Le procureur a inclus... Pourquoi ça n'a pas été accepté? Il y a eu On n'a pas la réponse, c'est un échange entre le procureur et Nestlé. D'accord. Et par contre, Nestlé, lui, le procureur a mis dans la convention les 100 000 euros destinés à une éventuelle étude si on la juge nécessaire. C'est si on la juge nécessaire qui nous gêne un peu parce qu'aujourd'hui, à la commission locale de l'eau, tout le monde la juge nécessaire et incontournable. Donc elle aurait dû, à mon avis, à notre avis, être imposée d'office. Parce que si on ne recourt pas à cette étude, cette somme est consacrée à la réparation sur le terrain. La réparation sur le terrain, elle nous interroge. Bon, bien sûr que c'est intéressant de renaturer des cours d'eau, d'y réimplanter des ripisylves, de recréer des mares, etc., etc. Mais quel impact ça peut avoir si vous privez ces cours d'eau et ces mares et ces zones humides d'eau par des prélèvements au-delà du raisonnable, au-delà des possibilités offertes par la nappe? Ça n'a pas de sens. Donc, OK pour les réparations, mais nous, on demande qu'il y ait absolument cette étude qui caractérise les relations nappe-rivière. Alors, il y a des éléments qui avancent avec la pose de piézomètres complémentaires qui ont été imposés à Nestlé, mais toujours à Nestlé, sous le contrôle de Nestlé. Nous, on aimerait qu'il y ait un peu plus qu'un piézomètre pour surveiller la nappe, un piézomètre public, de manière à ce qu'on ait en continu un observatoire des modulations du niveau. Et ça, pour l'instant, on y réfléchit avec le BRGM, c'est peut-être en voie de résolution, mais on n'a pas à avoir... Il faut distinguer les piézomètres qui mesurent de l'étude du fonctionnement de la nappe. C'est deux approches complémentaires et la surveillance n'exclut pas, loin de là, la connaissance de la nappe. Voilà, donc on est un peu partagé quant à cette procédure, en espérant que, à minima, il y ait qu'on débouche dès maintenant, puisque c'est prévu début 2025, vers le lancement de cette étude. D'accord. Pour rester sur les considérations locales que vous évoquez, il y a eu plusieurs auditions ici où les mesures de protection de l'impluvium qui sont en vigueur chez vous ont été mises en avant comme des mesures particulièrement à la pointe de ce qui se fait. Et vous avez un autre discours aujourd'hui quand on vous entend sur la qualité de ces mesures. Donc est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, peut-être nous faire un point
de cet écart en fait entre ce qui nous a été présenté. Je ne sais plus si c'est le BRGM ou des chercheurs qui nous avaient présenté ça, mais en tout cas qui avaient vraiment présenté ce qui se passe sur cette zone comme modèle un petit peu de protection de l'impluvium. Donc voilà. Alors ce modèle dit Agrivert, filiale de Nestlé, mis en œuvre en 92, à la suite d'ailleurs de la Société des eaux, parce qu'elle avait déjà constaté des contaminations de la nappe et mettait en place des échanges avec les agriculteurs pour essayer d'y remédier. Donc ça, c'est un premier point. Cette politique de protection de la nappe, elle a des aspects vertueux, effectivement, puisque des contrats sont passés, mais attention, sur la base du volontariat avec les agriculteurs pour ne pas utiliser de pesticides, ne pas cultiver de maïs, avoir une fertilisation contrôlée, raisonnée, avec intervention de Agrivert dans la réalisation du compost et de l'épandage, enfin, tout un ensemble de mesures qui visent à protéger la ressource. Alors, cette démarche, à notre avis, elle est vertueuse, mais à une condition, c'est qu'elle couvre l'ensemble de l'impluvium, l'ensemble de l'aire d'alimentation de captage. Or, ce n'est pas le cas. Nestlé, jusqu'à présent, a communiqué sur cet aspect vertueux de protection. Mais à une réunion dernièrement, son directeur nous a confié que 60-70% de la surface agricole utile seulement était protégée par ces contrats. Ce qui veut dire qu'il y a 30 à 40% du restant qui est en agriculture conventionnelle avec utilisation de pesticides. Donc comment peut-on imaginer qu'il n'y ait pas de contamination de la nappe qui est vulnérable, qui est en milieu karstique, qui est en milieu faillé, etc. Comment ne pas y avoir de contamination dès lors qu'on utilise ces substances dans l'aire d'alimentation de captage? Alors je voudrais quand même... comment dire, attendez, juste un point là-dessus qui est important. Oui. S'il n'y a que 70% qui est couvert, c'est que sur le reste, Nestlé ne fait pas la proposition aux agriculteurs, ou c'est que les agriculteurs ont refusé les contrats qui leur étaient proposés? Je pense que les agriculteurs concernés n'ont pas été volontaires pour adhérer à ces contrats. Excusez-moi, parce que quand même, vous pensez, vous en êtes sûr? Je Parce pense que je pense que c'est une possibilité. si- En commission d'enquête. Après, je pense que- précis, voilà. Après, vous pouvez nous répondre par écrit. Voilà. Oui, on vous Après, répondra vous par pouvez écrit, mais préciser, je pense voilà. qu'il y a peu de doutes en la matière. Comme on est écouté par tout le monde, voilà. Oui. Ça se permet, voilà. Éventuellement, très rapidement, Oui, monsieur le Philippe. cahier des charges s'impose par les fermiers qui sont placés sur les terres agrivaires. Donc les gens qui ne sont pas rentrés dans le système agrivaire n'ont pas voulu devenir propriété de Nestlé et ont gardé leur indépendance. Et certains même disent je fais exprès d'utiliser des pesticides pour embêter la multinationale. Entendez-moi bien. Oui, puisque ce que je vous dis, les 30-40%, c'est donc de l'aveu du directeur d'Agrivaire. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Donc, c'est en agriculture conventionnelle. Bon, il n'a pas précisé qu'il y avait des pesticides, mais je pense que ça coule malheureusement de source. Donc, voilà un petit peu la situation. Et je voudrais élargir à la protection des captages en général. Parce que là, on raisonne par rapport à des captages d'eau minérale, parce qu'il y a un scandale, parce que c'est une eau qui est censée être pure au prélèvement. Mais quid de l'eau potable? Quel dispositif avons-nous en protection? Des périmètres de protection immédiats, rapprochés, éloignés. Et avec ces périmètres, il y a une étude de l'hydrogéologue qui préconise, en fonction de la vulnérabilité de la nappe, des mesures pour éviter toute pollution du type accidentel et, quand c'est trop manifeste, d'éviter la contamination par les pollutions diffuses que représentent les pesticides. Or, dans la pratique, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Moi, je siège au CODERST depuis des années. On a des projets d'arrêté du préfet concernant les DUP de captage avec les mesures de protection. J'ai réagi d'ailleurs en 2017 en envoyant un courrier à l'ARS pour dénoncer l'incohérence des mesures de protection, puisqu'on interdisait plutôt l'usage des pesticides dans le périmètre rapproché aux particuliers dans leur jardin, aux communes, mais pas aux agriculteurs. Je dis, mais attendez, où est la cohérence? Qui est-ce qui utilise le plus sur la plus grande surface, si ce n'est... Ah oui, mais là, il n'y a pas de souci parce que les agriculteurs, ils montrent qu'ils travaillent bien, puisque nous, dans les analyses qu'on fait à la sortie, on ne dépasse pas les seuils. C'est quand même plus tout à fait vrai partout en France aujourd'hui, où partout, justement, on constate des dépassements de seuil partout. On a tous les jours dans la presse régionale quasiment des scandales avec des fermetures de captage. On a là un dernier article une centaine d'élus de Loire-Atlantique qui demandent l'interdiction des pesticides dans les périmètres de captage, dans les aires d'alimentation. Là, on arrive à l'overdose et on a une eau potable qui est
détérioré dans des proportions qu'on n'imagine pas. Donc c'est pour ça que je fais le parallèle, parce qu'il faudrait qu'il y ait, pour l'eau minérale comme l'eau du robinet, bien évidemment, des mesures de protection efficaces et à la hauteur des enjeux. Merci beaucoup. Un point qui est essentiel pour les travaux de cette commission, c'est qu'on s'intéresse évidemment à ce qui se passe chez les industriels, mais aussi aux mécanismes de contrôle public et étatiques, ARS, enfin, tous ceux qui interviennent finalement dans le contrôle public. Vous avez eu dans votre introduction et même dans des coupures de presse, dans des pétitions, des mots extrêmement durs sur les pouvoirs publics, sur la manière dont ils géraient les choses. Et tout à l'heure, vous les avez réitérés, sans toutefois rentrer dans le détail. Et pour nous, ce qui est essentiel, c'est le détail, puisque c'est là que siège le diable, comme dit l'expression. Et donc, qu'on puisse comprendre exactement à quels endroits vous avez identifié des carences, des défaillances des pouvoirs publics qui vous semblent de nature à être relevés par notre commission d'enquête, en vue aussi des recommandations éventuelles que nous pourrions faire. On a besoin, pour le coup, de précision sur ce point-là. Alors, si vous voulez, d'un point de vue général, notre approche critique des services de l'État, en général, de ces décisions, elle concerne les décisions et donc ceux qui en sont les responsables. On travaille avec différents services de l'État en bonne relation. C'est pas à ce niveau-là que les choses sont reprochées. C'est les décisions ou les absences de décisions par le préfet, parce que c'est lui sur le département qui en a le pouvoir et la responsabilité. Et au-delà des prélèvements qu'on a cités, depuis 1992, nous, on regrette qu'il n'y ait pas eu d'intervention de l'État. Déjà, on a autorisé, l'État, au niveau ministériel, a autorisé l'embouteillage de la ressource profonde, alors qu'elle ne présentait pas, à notre avis, de caractéristiques minérales particulières, puisqu'elle est consommée par toute la population. Pour nous, elle est identifiée comme haute consommation, quoi. Mais il y a eu cette reconnaissance au minéral, et alors que, à l'époque, était connu le déficit de la nappe, sa surexploitation depuis 1970 au moins. Alors, ce déficit de la nappe, il est caractérisé par quoi? Par des études? On a les schémas, les graphiques qui le montrent, qui sont élaborés par le BRGM, donc depuis les années 70. Hein. D'accord. Donc vous voulez dire qu'en conscience ou en inconscience, l'État a autorisé une exploitation de la nappe dont il savait qu'elle était structurellement déficitaire. C'est ça, voilà. À vous entendre, c'est ce type de décision que vous contestez. Voilà, dans le sens où on se réfère toujours aux priorités d'usage de l'eau, parce que dans cette nappe, il y a également les collectivités, il y a également une autre, donc la fromagerie, une activité économique. On considère que ces deux usages de l'eau sont prioritaires par rapport au troisième qui serait la mise en bouteille. Et c'est la raison pour laquelle, dans le but d'équilibrer la ressource, de ne pas l'épuiser, s'il y a un type d'usage qui doit être retiré, c'est bien celui de l'embouteillage avant d'agir sur les autres. Alors du coup, et vous dites que, alors c'est intéressant, donc pour le coup, donc l'État, que fait-il lorsqu'il y a un arrêté sécheresse, etc. On n'en est pas là. C'est-à-dire qu'en 1995, il n'y a pas eu de dépôt de dossier comme aurait dû l'être, de demande d'autorisation avec étude d'impact pour rentrer dans le cadre de la loi sur l'eau. En 2001, l'État a réitéré en autorisant un maximum d'1 million de mètres cubes pour Nestlé dans la nappe profonde, mais c'était toujours trop par rapport au déficit. Et c'est en 2010 que seulement le SAGE a été lancé pour trouver des solutions, alors que nous, on pense légitimement que le préfet avait le pouvoir, à un moment donné, de prendre des décisions pour un retour à l'équilibre beaucoup plus rapide, dans le sens de l'application de la directive cadre sur l'eau et du retour au bon état quantitatif des masses d'eau. Et aujourd'hui, le nombre de mètres cubes prélevés, vous semble-t-il, aujourd'hui, alors qu'on se parle, je ne connais pas le chiffre, peut-être que vous pouvez nous l'indiquer, est-ce qu'il vous semble compatible avec la restauration de la nappe? Alors, aujourd'hui, on est arrivé par des restrictions successives des prélèvements Nestlé qui sont passés d'1 million à 500 000 et à 200 000, et par quelques économies, on arrive à 1,5 million à peu près des collectivités, entre 0,4 et 0,6 pour l'Hermitage, l'autorisation étant de 0,6, et puis le Nestlé 200 000. Si on fait la somme, on arrive en prélèvement réel à peu près à l'équilibre, encore un tout petit déficit. Mais l'objectif pour nous, ce n'est pas seulement l'atteinte de l'équilibre, c'est aussi de reconstituer le plus possible
cette masse d'eau qui a été pillée pendant des décennies et dont le niveau est descendu de 10 à 15 mètres avec des conséquences qui sont importantes. Donc on n'y est pas encore. Et on considère que l'objectif doit être l'arrêt des prélèvements pour l'embouteillage. C'est à minima. Et avec des économies pour les autres usagers, sachant qu'il est prévu dans le projet de SAGE des transferts de prélèvements pour la ville de Vittel et Contrex à hauteur de 300-350 000 m3 dans la nappe supérieure. Mais ce qui est grave de la part de l'État, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu d'étude de fonctionnement de la nappe. On part un peu comme ça, avec des modélisations. On n'a pas vraiment intégré complètement cette perspective de 300-350 000 prélèvements supplémentaires. Il y a bien une rétrocession de Nestlé, mais ça c'est en partie. Et on est dans cette situation où finalement on n'a pas tout remis à plat. On n'a pas tenu compte on s'est appuyé sur une étude que nous on qualifie de biaisée parce qu'elle n'a pas étudié dans la réalité toutes les relations nappe-cours d'eau dans les différents moments de basse, moyenne et haute eaux. Et en utilisant le BRGM comme caution, enfin c'est vraiment très compliqué cette affaire. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'État a quand même autorisé l'ensemble des prélèvements Nestlé régularisés sur cette nappe supérieure, en leur permettant potentiellement une augmentation de 30% dans le contexte qu'on connaît, puisqu'ils ont une autorisation globale de 2,6 millions. Certes, ils prélèvent que 2 millions, mais ils peuvent augmenter sans faire de nouvelles demandes, puisque l'autorisation maximum est 2,6 millions. Et plus grave, à notre avis, pour échapper justement à la réglementation dans le cadre des arrêtés sécheresse, ils ont trouvé la solution, comme pour les bassines, d'autoriser des surprélèvements les 6 premiers mois de l'année, ce qui permet d'avoir des prélèvements moindres en période d'étiage, et donc dire, voilà, l'industriel, il a une action positive dans le cadre de l'arrêté sécheresse. Mais l'eau a déjà été prélevée alors qu'elle n'était pas nécessaire, qu'il faut la stocker. Et ce qui est grave, c'est que plus on prélève d'eau au moment où la nappe est haute, plus on abaisse son niveau rapidement, et donc plus rapidement on déclenche les assecs dans les cours d'eau qui dépendent de l'alimentation de la nappe. Vous voyez ? Donc c'est quand même des décisions qui sont relativement conséquentes et que nous on dénonce, c'est clair. C'est votre point de vue, mais croyez-vous pas que c'est plutôt, je sais pas, une bonne gestion de l'eau, parce que si on prélève plus quand il y en a, et on prélève moins quand il y en a moins, je sais pas, ça me paraît des fois du bon sens. Alors, vous savez, les élus ont des fois du bon sens, mais j'essaye de un peu de voir, parce que voilà. Non, mais a priori, comme ça peut paraître du bon sens. Le problème, comme je vous dis, dès lors que ce n'est pas de l'eau qui est stockée comme ça, qui tombe du ciel, c'est de l'eau qui est dans la nappe, qui a rechargé la nappe. Donc qui lui permet d'être en lien avec les masses d'eau superficielles. Par la sécheresse, par la faiblesse des précipitations, ce niveau, il baisse, avec les prélèvements bien sûr. Mais plus vous augmentez les prélèvements en période où il y a de l'eau, plus vous abaissez le niveau et plus rapidement vous déclenchez des assecs qui n'auraient dû apparaître qu'au moment de la sécheresse. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ils arrivent plutôt dans la Donc ça, c'est très important. Les assecs arrivent plutôt dans la saison. Oui, j'ai compris. Merci. Et ça, c'est constaté par le réseau Onde qu'a cité l'OFB dans son enquête, donc, avec les assecs de cours d'eau, avec les atteintes à la biodiversité qui en résultent. Peut-être, merci beaucoup. Peut-être deux petites questions avant de passer la main au président et à nos collègues. D'abord, tout à l'heure, vous évoquiez cette affaire de pipeline comme si nous étions tous au courant de ce dont il s'agissait. Je suis désolé, mais ce n'est pas le cas. Et j'ai l'impression que c'est un de vos grands combats et finalement que vous avez qualifié de grande victoire à la fin puisque vous avez obtenu l'abandon de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'il en a été puisque on n'est pas tout à fait aussi informé que vous sur ce sujet-là. Et pour finir, j'aimerais qu'on en revienne par là où on avait commencé, c'est-à-dire M. Schmitt qui me disait au début qu'il avait quelques remarques à faire sur les auditions précédentes et je les attends avec intérêt. Voilà. Oui, alors cette histoire de pipeline, c'est pour expliquer que, compte tenu de la consigne qui avait été passée de ne pas toucher aux industriels, de ne pas réduire leurs prélèvements pour retrouver l'équilibre, il fallait bien trouver d'autres solutions. Et comme les économies envisagées ne suffisaient pas à retrouver l'équilibre,
il fallait qu'on puisse donner des substitutions aux autres usagers, notamment les collectivités. Et ce qui était donc imaginé, c'est d'aller forer dans un secteur de la nappe en dehors, à une quinzaine de kilomètres. En dehors du périmètre parce que localement, on a ce qu'on appelle le secteur sud-ouest de la nappe qui est encadré par des failles et qui communique très mal avec le reste de la nappe et qui explique, quand on pompe trop, son épuisement. D'accord. Mais c'est la même nappe. Mais c'est la même avec nappe des GTI. communications limitées. D'accord. Et donc, l'idée, c'était de dire on va faire des forages à côté pour ramener de l'eau pour les populations locales. Ce qui pour nous était un non-sens, puisque, du moins au titre de la loi sur l'eau et des priorités d'usage, puisque l'eau existait sur le territoire. Et donc, on doit arbitrer, trancher entre les possibilités offertes par la ressource sur le territoire et les éventuels besoins des usagers. Et là, on a donc décidé, on ne touche pas à l'activité industrielle, on va chercher de l'eau ailleurs, avec des coûts très importants. Donc c'était des forages. Et ce pipeline, il était financé sur deniers publics? C'était très compliqué. Il y avait des perspectives de financement de différents ordres. Mais in fine, il y aurait eu des conséquences sur le prix du mètre cube. Ce n'était pas possible autrement. Alors, il y avait 2 pipelines envisagés, un vers l'est avec de nouveaux forages et un autre par interconnexion au nord avec le syndicat Vrennes-Saint-Ouen. Et on prévoyait de jouer sur les deux en fonction du... Juste pareil, parce que même si ça nous intéresse, on est un peu loin de notre sujet d'eau minérale, non, j'ai bien compris. Même si ça intéresse notre rapporteur. Non, mais je pense que la discussion, elle se situe en fait sur l'eau minérale. En fait, la priorité est donnée aux minéraliers sur la population locale pour l'examen, pour l'utilisation de la nappe. C'est en ça que... Voilà, c'est ça pour préciser. Pour un jeu de rôle. J'entends. Mais juste pour peut-être pour aller juste quelques éléments. Monsieur Schmitt, oui. En réalité, le conflit d'usage sur la nappe profonde, il date de 1955, quand les premiers forages ont été faits dans cette nappe profonde, puisque les eaux de surface étaient polluées par le retraitement des armes de guerre de Monsanto qui ont servi à l'agriculture. Donc dès les années 50, l'eau n'est plus potable, l'eau superficielle n'est plus potable, et comme il y a une nappe profonde connue depuis les années 1900, on décide d'aller y forer. La population boit cette eau, les industriels l'utilisent en eau de process. Et c'est là qu'effectivement, on s'aperçoit que dans les années 70, la nappe descend, on ne comprend pas trop pourquoi, puis on s'aperçoit qu'il y a une surexploitation de la nappe profonde. Et c'est là qu'en 1992, alors que la procédure d'autorisation était centralisée au ministère de la Santé, direction de la pharmacie, vous chercherez, qu'on va autoriser Nestlé à embouteiller l'eau en tant qu'eau minérale naturelle, sous l'appellation Vital Bonne Source. Cette eau ne sera jamais vendue en France et sera exclusivement vendue à l'export, pour l'essentiel en Allemagne, ne rapportant aucun sou aux municipalités, pas de surtaxe sur les eaux minérales puisqu'elle est exportée. D'accord ? Ça pose question. Surtout si on sait qui était le directeur de la pharmacie à l'époque. Autre anecdote. Vous pouvez peut-être aller au bout. Parce que il faut procéder par... ça serait difficile pour moi d'accuser quelqu'un précisément. C'est quand même compliqué pour nous. S'il y a des suspicions, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas laisser... moi, en tant que président, je ne peux pas laisser des suspicions où on affirme, et à partir de là... la possibilité de la diffamation, on assume, mais je ne peux pas laisser. Alors, ou vous retirez vos propos, et on considère qu'ils sont là, ou vous les complétez, mais je ne peux pas rester dans ce flou-là. Oui, mais je ne retirerai pas mes propos. Le directeur de la pharmacie à l'époque était Jérôme Cahuzac. Donc c'est sous sa responsabilité, quoi qu'il en soit, que cette autorisation a été donnée. Voilà. C'est clair. Après, si M. Cahuzac, qui bien sûr, regarde, n'est pas d'accord, il va... J'assume, il n'y a pas de problème. Voilà. En 2020... Vous ne pouvez pas rester dans ce flou-là, vous comprenez? D'accord, je comprends bien. Pour la clarté de la commission d'enquête, je suis un peu garant de l'institution. Voilà. En 2020, l'agence de l'eau Rhin-Meuse, suite à l'abandon de ce fameux pipeline qui est compliqué à comprendre, demande à l'Adréal de diligenter le contrôle des piézomètres de Nestlé. L'Adréal va confier cette activité à une société privée. Cette société privée se verra
refuser l'accès de certains piézomètres. D'accord ? Et on demandera malgré tout à cette société privée qui se plaint de la situation de faire son rapport malgré l'absence de vérification de tous les piézomètres en raison de la puissance de Nestlé. Alors, pour faire le lien, Président, entre les forages irréguliers, les traitements et le pipeline, c'est la démarche et la procédure. Parce que en 2013-2015, il y avait donc examen des solutions à mettre en œuvre par le bureau technique, le bureau et le comité technique de la clé. Et au départ, le BRGM mentionnait la nappe superficielle comme ressource alternative potentielle comme substitution. Eh bien, et on pense que le choix et la décision n'est pas neutre, c'est que sur proposition du président Gauthier et ensuite de son adjointe qui l'a suivi, les deux présidents de la clé ont proposé de ne pas aller dans les Michel-Calque, mais d'abandonner cette solution pour privilégier le pipeline. C'est-à-dire, ça pose quand même problème quand on sait la proximité de lien, le conflit d'intérêts entre Nestlé et les décideurs, et le fait que désigner la nappe superficielle comme nappe de substitution, c'est quelque part intervenir par rapport au monopole d'exploitation, entre guillemets, de Nestlé. Juste, vous dites qu'il y aurait une possibilité de conflit d'intérêts. Mais est-ce qu'il y a eu à ce jour, pour bien éclairer la commission d'enquête, est-ce qu'il y a eu une plainte? Est-ce qu'il y a eu une mise en examen? Condamnation. Une condamnation? Voilà, non. Condamnation en 2021. 2021. D'accord, non. La présidente ainsi que l'association La Vigie de l'eau. 2021, la condamnation, et nous, on avait signalé en 2016. Mais par rapport à ce monsieur Gauthier, là, vous dites... Non, mais je veux dire, les liens de proximité entre, qui sont d'ailleurs révélés par Mediapart, entre Nestlé et les acteurs élus et autres, et le fait que mais des fois, des liens de proximité, regardez, je suis proche du rapporteur. Ça et en même temps, oui, voilà. Nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde, voilà. Pardon? Voilà, non, je suis proche du rapporteur, mais ça ne veut pas dire que nous sommes sur la même longueur d'onde. Voilà. Il n'y aura peut-être pas que de conflit d'intérêts entre nous. Voilà. J'y crois pas, j'oserais y croire. Merci beaucoup. Peut-être juste pour revenir, je disais de réinsister sur ce que vous avez entendu dans la commission d'enquête, parce que pour comprendre, pour aller au bout de ce sujet, et qui vous a interpellé, et par lequel vous avez commencé cette audition, avant que les collègues puissent intervenir. Ouais, merci beaucoup. Quelques exemples. Lors des auditions préalables avant Noël, le BRGM parlait des très nombreux piézomètres dont il disposait sur le secteur. Désolé, les nappes vulnérables dont parlait Jean-François Fleck tout à l'heure, un seul piézomètre public pour les nappes du Muschelkalk. J'ai travaillé sur le sujet sur la base de données HADES avec 2 hydrogéologues qui m'ont dit mais c'est impossible. Il n'y a pas de secteurs en France qui sont abandonnés de la sorte. Oui, j'ai dit à Madame la préfète en séance de la commission locale de l'eau que l'État avait abandonné ces territoires à Nestlé. Elle a été incapable de répondre alors que son environnement lui demandait de répondre instamment. Premier exemple. Deuxième exemple, dans cette même audition, le responsable du BRGM, qui est un scientifique de très bon niveau, je ne mets pas du tout en cause, il dit on fait des mesures mais on découvre les PFAS. C'est une plaisanterie. J'étais aux États-Unis en 2019 et au Canada. Ils sont sur le sujet des PFAS depuis 20 ans. Donc si on est un spécialiste de l'eau, on sait que les pollutions par les PFAS existent. Et en France, on a décidé de rechercher ces pollutions qu'à partir de 2026. Excusez-moi, c'est de l'enfumage. Le docteur en géographie qui a suivi, il existe, vous pouvez le lire, un article dans la revue The Conversation où il nous met en cause en tant que collectif notre surmédiatisation et l'incapacité des journalistes à juger de la situation. Je l'ai vu lors de votre audition, s'étonner des fuites publiques, il a raison. Elles étaient de l'ordre de 20% de 3 millions de mètres cubes il y a quelques années, elles se sont réduites, mais elles sont excessives. Mais au moins, j'allais dire, elles restent dans le territoire. Alors que la totalité des prélèvements de Nestlé quittent le territoire. Ce sont ces fuites-là qui sont des fuites majeures. Et il ne s'en émeut pas. Ça me scandalise.
J'ai écrit à M. Foun, j'ai écrit à son université d'origine, Lyon Lumière 2, dont j'ai appris qu'il y avait beaucoup de financement par Nestlé. J'ai écrit à The Review Conversation, je n'ai aucune réponse à ce jour. Ça, c'était en septembre. Ce que vous affirmez, vous en êtes sûr, parce que c'est des financements de Nestlé de son université. J'ai un ami qui dirige. Ah, c'est un peu comme c'est oui, c'est non, ou je ne sais pas. Voilà, oui, mais je mets parce qu'il va y avoir un procès, il va y avoir un PV. Sur le PV, c'est pour ça que je me permets, voilà, vos affirmations par rapport au fait que Nestlé financerait l'université où ce monsieur enseigne, vous en êtes sûr à 100%? Je mets en lumière les financements, sans jeu de mots, je mets en lumière les financements de l'université Lyon Lumière 2 par Nestlé dans différents laboratoires. D'accord, ce sera sur le PV. Sur la commission pollution des rivières et des nappes souterraines. On parle beaucoup des polluants, jamais de leur origine. Je crois que le mot agriculture doit être prononcé pour la première fois par le sénateur Jacquin, si je ne me trompe. Des formations ici présent. Okay. Mais j'ai vu une question. Après, voilà, ici, les spécialistes des transports. Oui, mais donc, il a quelques connaissances. Donc le terme agriculture n'est pas prononcé, et quand donc le sénateur Jacquin pose la question est-ce que le bio n'est pas une alternative au conventionnel, que lui répondent les scientifiques? Il y a le cuivre. C'est du cas par cas. Mais et donc exit l'épiphyte, exit. Je suis scandalisé. Concernant le directeur général de la santé, qui ose affirmer qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Mais c'est absolument incroyable. Il est la seule personne en France pensant qu'il n'y a pas de risque sanitaire. L'ANSES le dit, et le DGS ne confirme pas. Le DGS est en soi une instance sanitaire scientifique? Bien sûr que non. Et ce n'est pas parce qu'il est médecin qu'il a autorité sur l'ANSES. Je suis aussi scandalisé. Je m'arrête là, c'est les principales remarques que je voulais faire. Merci, c'était utile d'avoir ces précisions. Merci beaucoup. Vous avez terminé, monsieur le rapporteur? Bon. Il y avait madame Linkened, je crois, puis après peut-être monsieur Jacquet. Oui, merci monsieur le président, monsieur le rapporteur. Je vais essayer de poser une question finalement sous forme de reformulation pour être sûr de finalement avoir bien saisi ce que vous essayez de nous dire, n'étant moi-même pas spécialiste de ces questions qui sont parfois extrêmement techniques, extrêmement précises. Ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que finalement dans cette affaire des Vosges en tout cas, vous reprochez finalement aux industriels ce qu'il est convenu d'appeler l'extractivisme, l'extraction capitalisme, comme on dit en bon français. Je vous vois hocher de la tête. Donc, je sais que j'ai assez bien saisi ce que vous essayez de nous dire, c'est-à-dire une situation où non seulement, et c'est l'objet principal de cette commission d'enquête, vous reprochez aux minéraliers de jouer sur la qualité pour maintenir leur production, puisque le sujet de la commission d'enquête, c'est de savoir si il y a eu filtration, s'il devait y avoir filtration, et si en jouant du coup sur la qualité des eaux minérales naturelles, on a permis la poursuite d'une production qui autrement aurait sans doute dû s'arrêter. Donc non seulement, selon vous, il y a cette question-là, mais qu'au-delà de la question de la qualité, ce que vous reprochez finalement, c'est aussi de jouer sur la quantité. C'est-à-dire de reprocher aux industriels de produire plus d'eau qu'il n'y en a de disponible en tant que ressource ou de réserve, comme vous avez dit, en mettant du coup en danger la disponibilité en eau pour tout un territoire. Donc, est-ce que j'ai bien reformulé ce que je crois avoir compris de vos interventions? Merci. Oui, moi, je dirais que finalement, l'objectif d'une multinationale, de Nestlé en l'occurrence, c'est bien de réaliser des profits à partir d'une ressource, non pas d'une réserve, de la valoriser au maximum. Et bien évidemment, si on laisse faire, les limites sont difficilement fixables par celui qui poursuit cet objectif. Par contre,
il y a des instances régulatrices qui doivent réagir et mettre les limites. Et c'est ça qu'il n'y a pas eu. On a laissé épuiser la nappe, on a laissé piller l'eau et surexploiter également la nappe supérieure, selon nous. Puisque aucune étude aujourd'hui, jusqu'à présent, n'a mis en évidence qu'on ne la surexploitait pas, au moins à un certain moment de l'année. Bien sûr, elle retrouve toujours son potentiel, mais avec un delta de 10 à 12 mètres de variation de niveau, avec des conséquences qui, celles-là, ne sont pas prises en compte jusqu'à présent. Donc, c'est pour ça qu'on montre un petit peu, on veut montrer la responsabilité de l'État qui a le devoir de fixer ses limites au nom du rôle que doit jouer l'État, de respect de la loi, de la prise en compte des priorités pour l'alimentation en eau potable et de la priorité de respect de l'intégrité des milieux aquatiques et de la biodiversité en fixant des normes, en fixant des limites qui sont, par exemple, les débits réservés dans les cours d'eau. Ça existe un peu à d'autres niveaux. Là, il n'y a rien pour le moment. Et c'est pour ça qu'on a ces dérives. Merci. Allez-y, monsieur. Un tout petit mot rapide. Aux États-Unis et au Canada, la régulation est automatisée par le biais des piézomètres. Il y a des implantations de piézomètres partout, et en fonction, on va dire, des niveaux, pour faire court, eh bien, l'autorisation est rabaissée ou pas. Voilà. Donc il n'y a pas de décision politique à prendre. Vous voulez dire que c'est d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, comment ça fonctionne? Oui, d'une année à l'autre. Bien sûr, il faut un cycle complet pour en décider. Mais ça existe en Alsace. Avec des mécanismes finalement automatiques, c'est ça que vous voulez dire? Okay. Sans décision politique. En Alsace, une association gère justement cette surveillance des niveaux, et il a été défini des niveaux en dessous desquels ou à partir desquels il y a une alerte de lancer par rapport à l'utilisation de l'eau en irrigation, par exemple. Donc, c'est des systèmes qui sont fonctionnels, qui sont mis en place. D'accord. Il y avait M. Jacquin qui voulait poser une question. Allez-y, chers collègues. Il y a beaucoup d'informations dans cette audition. Le rapporteur a déjà éclairé pas mal votre intervention. J'étais premier vice-président de l'Agence de l'eau jusqu'en 2015 et j'avais déjà bien entendu parler de ces problèmes de surexploitation de la nappe, et les questions du rapporteur ont permis d'éclairer sur cet épisode du pipeline qui était assez surprenant. Vous venez de préciser que dans le cadre de la CEGIP, l'étude du fonctionnement de la nappe était refusée. Je n'ai pas bien compris comme mesure compensatoire. J'ai cru comprendre. Non, il est et pas je voudrais un éclaircissement là-dessus. Vous réagissez sur le fait que est-ce que maintenant la clé va vraiment disposer de tous les éléments de connaissance du fonctionnement de cette nappe qui a l'air d'être assez complexe? Alors, si vous voulez, j'ai d'autres questions. Dans sa globalité, il n'a pas été refusé de prendre en compte cette demande, puisque le procureur a réservé une somme de 100 000 € qui est destinée justement à la réalisation de cette étude. D'accord. Mais le problème, c'est que n'a pas été écrit en même temps le cahier des charges que nous souhaitions pour définir quel type d'étude, avec quel objectif, etc. Ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, il semblerait que le versement de cette somme tarde un peu parce qu'il était destiné à l'observatoire. L'observatoire qui a été mis en place par la commission locale de l'eau dans le cadre du SAGE, pour observer les données des grandes publics, mais cet observatoire n'a pas d'existence juridique légale. Donc il faut trouver une instance à qui verser ces sommes. Ça pourrait être le département, puisque le département est structure porteuse du SAGE et de la clé. À la clé, ça fait longtemps qu'on en discute, il y a consensus aujourd'hui pour justement procéder à cette étude. Mais on ne rentre pas dans le vif du sujet, dans l'objectif précis. Nous, on a transmis à la clé nos attentes en termes de cahier des charges. On attend. Et on espère que cette somme va servir à la réalisation concrète de cette étude. Une
troisième précision, c'est sur la fameuse filiale Agrivert. Le rapporteur a bien posé les questions complémentaires. Là, je m'adresse à la Commission. Il serait peut-être intéressant de pouvoir auditionner cette filiale de Nestlé, dont j'avais entendu parler très positivement, et même avec des critiques importantes de collègues agriculteurs qui reprochaient à Agrivert de s'approprier le foncier agricole. Et moi, je ne savais pas qu'il n'avait pas la totalité de la protection. La totalité de l'impluvium. Et enfin, c'est une proposition. Vous avez parlé des décharges. J'avais vu un article de presse sur des décharges de plastique. Je ne sais pas si mon collègue rapporteur a suffisamment d'informations, mais peut-être que vous pourriez préciser de quoi il s'agit exactement. Puis une dernière question. Vous vous êtes défini en préambule avec le qualificatif qu'on vous attribue d'activiste de l'eau. Est-ce que vous avez, dans votre exercice d'activiste, subi des menaces de part et d'autre dans ce dossier? Je vous remercie. Juste, je me permets, puisque je dois être le maître du temps, qu'il nous reste 10 minutes. D'accord, on va synthétiser. Première réponse, par rapport aux décharges plastiques. En fait, il existe aujourd'hui 2 décharges plastiques significatives. Une qui avait été classée ICPE, qui était donc légale, dont la surveillance s'est arrêtée en l'an 2000, et l'autre qui est une décharge sauvage, tout près du golfe et de l'hippodrome de Vittel, ça ne s'invente pas, qui fait 42 000 mètres cubes de plastique. Ce plastique, c'est du PVC. Il résulte des échecs industriels, puisque Vittel a été la première ville au monde à mettre de l'eau dans des bouteilles plastiques suite à Le Sieur qui mettait l'huile et le vinaigre dans des bouteilles de PVC. Visiblement, la technologie était compliquée, difficile de passer du verre au plastique, et il y a eu pendant plusieurs années, je pense pendant au moins une dizaine d'années, des gros échecs industriels qui ont nécessité cet enfouissement, mais préalablement à l'enfouissement complet, c'était brûlé à l'air libre, ce qui est catastrophique. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est cette décharge-là en particulier qui va faire l'objet de 3 jours de procès au tribunal administratif de Nancy. Ça, c'est la première. Et tout le monde parle des microplastiques, et je dois dire que le microplastique, c'est l'arbre qui cache la forêt des pollutions chimiques, parce qu'il y a des tas d'adjuvants chimiques qui sont plaqués sur les matrices polymériques de plastique qui donnent la couleur, la rigidité, la souplesse, etc. Et ces adjuvants plastiques se mélangent entre eux, se recombinent, on ne sait même pas en quoi et on ne sait pas les mesurer. Voilà. Nous demanderons leur évacuation. Deuxième point, les pressions. Alors, on a eu des pressions collectives, Jean-François ? Oui, c'est-à-dire que dans le cadre de la présentation de notre opposition, dans le cadre des argumentaires développés à différents niveaux ou des prises de position publiques, on a quand même fait l'objet d'accusations, enfin, de qualificatifs du type extrémiste, du type irresponsable, par des personnes qui ont quand même des responsabilités comme le préfet ou comme le président du conseil départemental, entre autres. Et bon, ça fait partie du jeu, entre guillemets, mais quand même. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le terme d'activiste, parce qu'il est péjoratif, activiste, extrémiste. Excusez-moi de couper, mais M. Smith parlait de pression. Ce que vous venez de dire, c'est des déclarations. Enfin, après, on pense ce qu'on en veut. C'est, oui. Hein, pression, pour moi, pour ça veut dire... Pour nous faire changer. Voilà. Disons, c'était des... Parce qu'il faut employer le bon mot, parce que tout à fait d'accord. Le terme pression est un terme important. Moi, je connais la pression dans mon verre, mais ça n'a rien à voir. Oui, d'accord. Voilà. Non, mais c'est une pression d'un point de vue juridique, en termes... Voilà. Est-ce que vous avez eu des menaces directes ou indirectes de personnes par rapport à ça? Parce que c'est cela. Ce que vous dites par rapport à monsieur le préfet ou le président du département, c'est des déclarations. Voilà, après on n'a pas ce qu'on en veut, mais c'est autre chose. Pour moi, ce n'est pas de la pression. Mais une pression quand même qui a été vécue dans une réunion publique, c'est l'intervention du directeur départemental qui est venu presque à l'agression pour m'empêcher de parler et qui a été raccompagné à sa place par le directeur de service des départements, en présence du préfet, de tous les élus. C'est quand même des démarches qu'on ne peut pas tolérer. Et par contre, au niveau individuel, je crois que Bernard Schmitt a vécu davantage de pression habitant sur place et étant davantage contre
Oui, alors il se trouve que j'habite en proximité. Je n'ai pas la chance d'habiter à Saint-Dié, loin de l'industrie. Donc c'est très sincèrement, on me suit dans les magasins, on attend que je vienne charger ma voiture pour m'insulter, par exemple. Des toutes petites pressions. Hein. Je suis blindé par rapport à ça, il n'y a pas de difficulté. Hein. Vous dites, on vous suit. C'est des salariés de l'entreprise. Ce sont des salariés de l'entreprise dont je ne connais pas le nom. Hein. Ce sont des pressions très indirectes. C'est sûr que c'est des salariés d'entreprise. Parce que je ne sais pas, si par exemple c'est monsieur le rapporteur qui vous suit, il n'est pas salarié d'entreprise. Je prends cet exemple-là au hasard, hein, je ne connais pas. Je fais... Comme il était sur ma droite, c'est pour ça que je le cite en premier. Voilà. Mais je fais l'objet de pressions aussi anonymes, mais elles ne sont pas toujours anonymes. Donc des lettres ou concrètement des lettres. Et juste pour notre connaissance, par rapport à ces pressions, vous êtes allé à la gendarmerie ou à la police, déposer une main courante ou une plainte? Monsieur le Président, je gradue, si vous voulez bien. Non, c'est pour éclairer la commission par rapport à cela. Mais j'y vais très progressivement. Hein. Et donc, quand il y a des tournages d'envoyés spéciaux, des gens s'arrêtent avec leur voiture pour dire que les journalistes sont stupides de nous interroger, que nous ne colportons que des bêtises, etc. Ensuite, il a été prévu une attaque de mon domicile sur les réseaux sociaux pour lesquels j'ai porté plainte. La plainte est en cours d'instruction, ça fait 1 an. Hein, et c'était dans une boucle WhatsApp. Et il s'est monté des pages Facebook contre moi, me citant nominativement. Après, c'est les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qu'on peut en faire ou pas. Hein. Et puis, surtout, les éléments d'insulte vis-à-vis de notre collectif et de moi-même sont parus dans la presse sous le nom des maires de Vittel et de Contrexéville. C'est-à-dire que eux, qui sont des élus légitiment les potentielles actions violentes de certains salariés de l'entreprise, dont je comprends l'énervement compte tenu de l'évolution. Quand vous voulez dire qu'il est légitime, vous pouvez préciser ? Qu'est-ce que les maires de ces communes... Je veux dire qu'une déclaration d'un élu qui est maire d'une ville et qui dit qu'on est des activistes, des idéologues, des fous, ça veut dire qu'on a le droit de les attaquer parce qu'on a tout faux. Hein. Et puis, j'ai reçu à domicile les menaces d'un fonctionnaire de police devant témoin, qui m'a demandé si je n'avais pas peur, car une balle était vite arrivée. Voilà. Donc je m'arrête là. Rassurez-vous, je pense qu'on n'est pas encore au Mexique. Ce sont quand même des faits importants. On est dans le cadre d'une commission d'enquête, je permets de dire, donc, avec des prérogatives tout particulières. Lorsque vous affirmez cela, moi je suis obligé de savoir le représentant de la police, qui c'est, etc., pour éclairer, voilà, ou si vous le savez, ou de quel commissariat il est. Voilà. On ne peut pas, moi je ne peux pas, dans le cadre de la commission d'enquête, rester dans le flou. Voilà, il nous faut des précisions, voilà, c'est trop important pour j'allais dire, par rapport au sérieux que nous avons dans cette maison au Sénat. Oui, bien sûr. Je le précise, sans aucun problème. C'était un commissaire de... Moi, je dis les renseignements généraux, ça a dû changer de nom depuis. Renseignements territoriaux, c'est bien. Renseignements territoriaux, avec un de ses adjoints qui venait de la préfecture des Vosges. Sert du commissariat vous êtes à côté de quel commissariat? C'est le service de la préfecture, service de police. Attendez, sous l'autorité de la préfecture. Vous pouvez revenir sur les faits? En préfecture, il n'y a pas de service de police à ce jour. Les seuls services de police qu'il y a eu, c'était dans les années 40, rattachés aux préfectures. On en est heureusement fort bien loin. Ce qui évoquait, c'est les renseignements territoriaux. Mais même les renseignements territoriaux sont rattachés au commissariat ou à la gendarmerie du coin. Voilà. Ils ne dépendent pas de monsieur le préfet. Voilà. Donc ce que vous dites, monsieur Schmitt, oui, c'est que des gens sont venus chez vous, ces 2 personnes, c'est ça? Devant témoin, qui était témoin de cette scène? C'était l'adjoint des renseignements territoriaux. D'accord. Un adjoint. Qui pourrait en attester? Ça, c'est son problème. Peut-être il ira. D'accord. Et donc, vous dites que chez vous, ils sont venus chez vous et vous ont dit... Après que je leur ai offert un café. Après que vous leur ayez offert un café, ils vous ont dit qu'une balle était vite arrivée, c'est ça vos mots? Le commissaire, qui ne disait rien, m'a tout à coup regardé. J'étais dans une conversation badine avec son adjoint. Il m'a regardé, il m'a dit « Vous n'avez pas peur ?» Alors j'ai dit « Non, j'ai pas peur. Il y a 2 policiers armés qui me gardent, c'est formidable. » Et là, sans plaisanter, il m'a regardé sévèrement. Il m'a dit « Vous savez, une balle est vite arrivée. » D'accord. Et ils étaient chez vous, je vais jusqu'au bout. Ils étaient chez moi. Ils étaient chez vous dans quel cadre? Ils étaient chez vous parce qu'ils venaient prendre des informations, des renseignements territoriaux sur... ou le café, comme dirait dans le le cadre d'une visite amicale de
du policier qui a l'habitude de prendre contact avec moi quand on fait une manifestation ou autre, qui m'a proposé de passer à la maison parce qu'il venait à Vittel, pas pour me voir, m'a demandé si je pouvais prendre un café à la maison. Et j'ai donc dit oui, et c'est là que est survenu ce que je viens de vous narrer. Et est-ce que vous avez porté plainte pour ces faits? Non, parce que je me suis renseigné. Il se trouve que c'est assez facile de connaître les techniques. Je vois que Monsieur le Président s'inquiète. Mon frère était dans ces mêmes services et m'a dit « Ne t'inquiète pas, ce sont des pratiques assez courantes ». Des menaces de mort de la part d'un fonctionnaire de police, c'est des pratiques assez courantes. C'est une manière d'impressionner quelqu'un pour dire si jamais ça fonctionne, il va s'arrêter. En tant que parlementaire, je ne peux pas laisser dire ça là. Je le dis quand même. On ne peut pas mettre en suspicion quand même des représentants des forces de l'ordre. Mais je l'ai vécu, c'est vrai, Président. Et il y a un dépôt de plainte, et à ce moment-là, si la plainte est justifiée avec un témoin, il y a condamnation. Mais moi, je ne peux pas laisser cette suspicion par rapport à des forces de l'ordre. Voilà, je veux dire de manière très claire. Donc, mesurez bien vos propos, ça sera sur le PV, et qu'à partir de là, si le fonctionnaire, à mon avis, comme on est une commission quand même, et grâce d'ailleurs à M. le rapporteur, très médiatisé, beaucoup de monde le regarde, voilà, j'attire votre attention. Enfin, quand on affirme quelque chose en commission d'enquête, c'est quand même important. Vous avez juré devant la commission d'enquête, voilà, on ne peut pas rester dans le flou. Je crois que M. Schmitt, pour le coup, le fait avec clarté. Oui, mais j'attire l'attention des conséquences juridiques possibles, parce que c'est très clair, voilà, les propos qui sont dits, ils sont sur PV, voilà, après, moi je laisserai... J'ai l'habitude d'assumer voilà, non, mais je préfère vous le dire à tout le monde, c'est clair. Simplement... Moi, je souhaite que dans cette commission d'enquête, tout soit clair, et je remercie d'ailleurs monsieur le rapporteur d'aller dans le même objectif. Moi, je suis dans l'émotion quand on me demande de raconter les pressions dont je fais partie. C'est comme ça que je l'ai perçu. C'est ma vérité. Et vous me poussez à la dire. Mais monsieur Gilles, moi, je ne remets pas en cause votre parole. Je n'ai pas assez connaissance du dossier. Mais j'attire votre attention sur, voilà, par rapport à vos faits. Voilà. Je suis, à la rigueur, même un peu un rôle de protecteur. J'attire attention au cas où. Voilà. Après, excusez-moi, comme on dirait chez moi, vous êtes majeur et vacciné. Et après, voilà. Et si la personne qui a été mise en cause se trouve diffamée, il y a des tribunaux pour pouvoir trancher cela. Voilà, mais je ne peux pas tirer l'attention parce que vous êtes quand même en commission d'enquête, c'est quand même quelque chose d'important. Et je vois mes collègues qui, la plupart, quand même, vont dans ce sens-là. Voilà. J'entends bien votre attention. Voilà. J'entends bien, Monsieur le Président. Voilà, je vous en prie. Est-ce que vous avez terminé dans vos réponses? Parce que je voulais simplement apporter une précision complémentaire qui a un lien avec la question que vous aviez posée par rapport à la protection des captages, en demandant si l'agriculture biologique pouvait être une solution. Il était répondu un peu sous le ton de la boutade avec le cuivre, etc. Ça nous a quand même quelque peu choqués. Parce que je participe à des commissions, des copiles de captage prioritaire, et un jour j'ai posé la question à la représentante de la Chambre d'agriculture par rapport au retour d'expérience qu'ils avaient pour la protection des captages en fonction des activités, du type d'activité agricole. Et elle m'a dit, mais vous savez, on sait faire, il n'y a aucun problème pour protéger la ressource avec des pratiques vertueuses. Simplement, c'est une question de volonté politique. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est les expériences qui fonctionnent. Il y en a en France, avec Haute-Paris en partie. Il y en a surtout une que tout le monde doit connaître, c'est ce que fait Munich depuis 30 ou 40 ans, avec succès, qui a aidé les agriculteurs, qui a fait le choix d'aider les agriculteurs dans le changement de leurs pratiques, plutôt que de mettre en place une unité de traitement de l'eau. C'est un choix qui n'était pas un choix écologique et agricole, c'était un choix qui était économique. Excusez-moi, mais je ne voudrais pas que mes collègues ratent les QAG. Et il y a un temps d'importance, surtout l'arrivée de notre cher président. Donc, est-ce que vous pouvez conclure, monsieur? Bien sûr. Très rapidement, on pourra vous communiquer les rapports, les dossiers qui l'expliquent. Et aujourd'hui, économiquement, il est évident qu'on a intérêt à faire de la prévention par la protection des captages plutôt que d'envisager la filtration, les traitements de l'eau. Et c'est possible. Ça fonctionne. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, madame et messieurs. Je tiens quand même à dire que c'est parce qu'il y a eu des révélations de presse dans cette affaire que
une tromperie commerciale d'un montant qui est évalué à 3 milliards d'euros par les services d'enquête de la DGCCRF a été révélée. Et que donc, je crois que la presse a fait son travail dans cette enquête, dans cette affaire. Deuxième point, pour vous dire aussi que sur Agriver, nous allons les auditionner dans le cadre de cette commission d'enquête pour en effet voir ce que fait le groupe Nestlé Waters sur la préservation des écosystèmes, et donc on a la volonté de comprendre aussi les efforts qui sont déployés par votre groupe. Peut-être avant de commencer une série de questions pour comprendre la manière dont les choses se sont déroulées, est-ce que vous pouvez revenir sur vos fonctions précédentes? Vous étiez je crois, directeur de l'ingénierie Nestlé Waters. Est-ce que vous pouvez nous donner en fait la fiche de poste, le périmètre de cette mission pour qu'aussi on puisse comprendre quel était votre rôle dans ces fonctions-là? Alors j'ai pris ces fonctions en 2019 et j'étais en charge ce qu'on appelle chez nous l'Engineering Hub, c'est-à-dire c'est un groupe d'ingénieurs qui sont disséminés dans les usines du groupe. Et personnellement, j'étais en charge de tous les investissements qui étaient supérieurs à 10 millions de francs suisses. Nestlé étant un groupe suisse, comptons les projets majeurs supérieurs à 10 millions de francs suisses. D'accord. D'accord. Et donc, ça veut dire la supervision, c'est-à-dire que vous les planifiez, vous suivez leur mise en œuvre. Tout à fait. Et voilà, de tous les investissements qui sont de cette nature-là. Tout à fait. Et donc, ça me permet aussi de voir un peu les périmètres de questions que je peux poser. Donc, du coup, sur le site de Perrier, ce vaste plan de transformation, il relevait de votre schéma, de votre compétence. Alors, j'ai eu l'occasion, effectivement, d'avoir un projet sur l'usine de Perrier. D'accord. En lien avec le plan de transformation, mais je ne l'ai appris que plus tard. En fait, ce projet consistait à... Je suis désolé, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu fort ou mettre votre micro? Je ne sais pas s'il est allumé. Ce projet consistait à implanter un nouveau stockage d'eau ainsi qu'une distribution. Et j'ai compris plus tard qu'effectivement, ce projet faisait partie du plan de transformation qui avait été décidé. Mais à l'époque, dans mes fonctions précédentes, ma limite de fourniteur était l'arrivée de l'eau sur l'usine et la distribution sur les groupes d'embouteillage. Donc je n'ai pas su à l'époque que ce projet faisait partie du plan de transformation. D'accord. Et est-ce que dans ces fonctions, vous avez eu à connaître d'un plan sur le site des Vosges également, ou sur d'autres sites en France du groupe Nestlé? Non, j'ai eu plusieurs projets sur le site des Vosges, notamment une ligne aseptique, une ligne 6 litres, mais jamais liée au plan de transformation sur le site des Vosges. D'accord. Pour comprendre, alors justement, rentrons sur le site des Vosges, alors qu'il y a une différence pour nous avec le président, parce que nous ne l'avons pas visité, donc nous avons forcément une vision un petit peu différente. Peut-être pour rentrer dans cette affaire, vous arrivez en 2023. À quel moment, est-ce que c'était antérieur à votre prise de fonction, vous avez eu connaissance de ce qui s'était joué dans les Vosges et des traitements irréguliers, illégaux qui étaient pratiqués? À quel moment vous êtes mis au courant de ces traitements et par quel truchement vous les apprenez dans votre histoire, vu que ça fait 30 ans que vous êtes chez Nestlé? Vous n'avez peut-être pas fait tous les postes, mais vous en avez fait un certain nombre. Alors, de la plus simple des manières, lors de ma prise de fonction, je suis informé par mon responsable hiérarchique de l'époque et par mon prédécesseur. D'accord, donc vous n'aviez pas lu alors parce qu'on est en 2023, il n'y a pas encore la presse. D'accord. Donc vous êtes informé à ce moment-là. Et que vous dit-il? Il m'explique qu'un plan de transformation est en cours sur le site et que dans ce cadre-là, comme je l'ai expliqué dans mon propos liminaire, j'avais en charge de terminer ce plan de transformation qui n'est pas tout à fait terminé encore. On a encore des investissements en cours de l'ordre d'une 17 à 20 millions d'euros. Qui devrait se terminer tout début 2026. D'accord. Et donc au moment où vous prenez vos fonctions, est-ce qu'il y a une partie des traitements illégaux qui sont encore en place, lampe à UV, filtre à charbon que vous connaissez, ou est-ce que tous ces traitements sont déjà retirés? Alors, le jour où je prends ma fonction, tous les traitements non conformes à la réglementation ont déjà été retirés. Ils ont été retirés en 2022. D'accord. Et donc, lorsque vous prenez votre fonction, est-ce que vous comprenez quelle était l'utilité de ces traitements illégaux? Est-ce que vous comprenez la manière dont ces traitements ont été utilisés? Vous avez, j'imagine, cette discussion avec votre prédécesseur sur pourquoi on transforme, qu'est-ce qu'on transforme et comment on transforme? Alors, je n'ai pas eu à cette époque l'explication complète. Rappelez-vous, moi, je n'ai pas pu voir les traitements non conformes à la réglementation. Je n'ai pas pu les visiter. Je ne connais pas l'étendue de ces dispositifs. Et à l'époque, non, je n'ai pas eu l'information pour lesquelles ces traitements avaient été mis en place. Et depuis cette époque, puisque évidemment, j'imagine que
je vois que vous êtes accompagné d'un avocat, que vous avez soigneusement préparé cette audition et c'est bien normal. Est-ce que vous pouvez, depuis cette époque, j'imagine que vous avez eu cette discussion pour comprendre ce qui s'était passé sur votre site, sachant que vous alliez devant une commission d'enquête qui allait vous interroger sur ces faits. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans votre compréhension, à quoi servaient ces filtres installés sur l'usine et les usines dans les Vosges? Alors encore une fois, je n'ai pas vu ces dispositifs, oui, vous n'avez pas vu le détail de ces dispositifs. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je n'étais pas en fonction à l'époque de ces traitements non conformes. C'est pas moi qui les ai installés. Et aujourd'hui, en tant que directeur d'usine, je ne peux pas répondre à cette question. Sous couvert du président, en fait, pour le coup, vous devez répondre à cette question. En fait, devant la commission d'enquête, il n'y a pas de droit au silence à exercer. Si je vous pose la question de savoir si vous avez eu connaissance d'eux, à quoi servaient ces filtres, si vous en avez eu connaissance, monsieur le directeur, vous devez me répondre. Alors, encore une fois, je vais le répéter, je n'ai pas eu l'occasion de voir ces dispositifs. Ce n'est pas ma question. Est-ce que vous savez à quoi servaient ces filtres? Je ne peux pas expliquer à quoi servaient ces filtres. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas, et ce n'est pas à moi de vous répondre pourquoi ces traitements ont été mis en place. D'accord, donc c'est quand même une différence assez fondamentale, puisque le directeur qui vient de sortir de cette commission d'enquête, au bout d'un moment de discussion, nous a expliqué pourquoi ces filtres étaient mis en œuvre. Il nous a expliqué que la vétusté d'un certain nombre de forages expliquait pourquoi ces filtres avaient été mis en place à proximité des forages. Est-ce que vous partagez cette analyse concernant, ou pour ce qu'on a pu vous en dire, sur le site des Vosges? Non, je ne la partage pas dans le sens où, encore une fois, je n'ai pas assez de connaissances. Moi, je ne les ai pas vus, ces filtres. Quand je suis arrivé dans ma fonction, je vous répète, tous les traitements avaient été nettoyés. Je n'ai rien vu. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de vous dire à quoi ils servaient. Ça serait de la pure spéculation. J'ai bien sûr ma petite idée, mais je ne peux pas aujourd'hui vous expliquer. Justement, c'est votre petite idée qui nous intéresse, monsieur le directeur, parce que monsieur le rapporteur vous dit que je n'ai pas eu connaissance. Je vous en fais gré, je comprends parfaitement, puisque vous êtes arrivé sur le site des Vosges après que les filtres étaient enlevés. Donc ça me paraît tout à fait... Et vos propos sont cohérents par rapport aux faits. Mais est-ce qu'il y a eu... il y a des anciens dans l'entreprise des Vosges. J'allais dire, les gens parlent, on le voit bien. Quand nous avons visité le site de Vergès, les personnes nous ont dit, là, à une époque, d'ailleurs, d'abord c'était l'ARS qui avait attiré notre attention, c'était une armoire coulissante, donc ils ont montré, je pense que quelqu'un a dû vous en parler, vous n'êtes pas arrivé, et du moment où personne dans l'entreprise a dû vous en parler quand même, non, ça me dit, non. Alors que vous ne connaissiez pas, mais on a peut-être dû vous amener sur le lieu en vous disant, à une époque, c'était là qu'il y a eu cela, voilà. Alors ça, effectivement, j'ai eu à être amené pour voir. C'est cela que sur les lieux. Je pense que le rapporteur, peut-être, s'était un peu mal exprimé, donc j'ai complété ça. Voilà, c'est une expérience. Okay. Pour ça que si la question est... Voilà, est-ce que je savais où étaient placés les filtres? Est-ce qu'un jour, comme nous, on vous a amené à dire, il y a quelque temps, c'était là qu'il y a eu la filtration? Tout à fait. Que vous n'avez pas vu parce qu'elle avait été enlevée. Ça, je vous le concède parfaitement et vous avez entièrement raison là-dessus. Je sais à peu près où étaient les équipements. D'accord. Mais je ne les ai pas vus. Encore, je ne peux pas les décrire. Je ne les ai pas vus. Et après, je termine. Si le rapporteur, je ne vais pas prendre votre place, monsieur le rapporteur, mais ça me faut. Juste, vous avez tout à l'heure, ça va attirer mon attention, vous savez. Dans le Sud, on est toujours attentif aux petites. Vous avez dit, j'ai une petite idée. Est-ce que vous pouvez nous expliciter cette petite idée? Non, encore une fois, ce serait que pure spéculation. Je n'ai pas c'était pour la préciser. Après, je n'ai jamais vu le détail de ces installations. Ça serait pour moi une pure spéculation que d'essayer de vous expliquer. Ok, monsieur le rapporteur, je vous relaisse la parole. Merci, monsieur le président. Bon, vous refusez de faire un raisonnement hypothétique. Vous refusez aussi de nous dire si vous avez eu une conversation avec quelqu'un qui vous a explicité ce qui s'est passé, puisque je vous demande si on vous a expliqué les choses et vous me répondez je ne les ai pas vues. Ma question, c'est est-ce qu'on vous a expliqué ce qui s'est passé au sein de votre groupe? Non, jamais en détail. Jamais en détail. La réponse est très claire. Mais jamais en détail. Monsieur le directeur nous a dit, à ma question, quand il avait dit dans l'entreprise où ça c'était le lieu, voilà. Mais pas les raisons. Non, je ne connais pas les raisons. Vous ne connaissez pas les raisons de la mise en... Je connais l'existence
bien sûr, parce qu'il faisait partie du plan de transformation, mais je n'en connais pas la raison. Et sur la localisation de ces traitements illégaux, est-ce qu'ils étaient à l'émergence? Est-ce qu'ils étaient à un autre endroit du processus, vu que vous les avez vus sur le site? Comme ça va nous permettre de faire les déductions utiles. Il y avait plusieurs cas. Donc à la fois à l'émergence et à la fois au niveau du processus de production, parfois sur la même ligne à différents endroits? Non, jamais sur la même ligne, mais à différents endroits, oui. À différents endroits sur différentes lignes? Oui. Parfois à l'émergence, parfois ailleurs. D'accord. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Donc ça a été visité par la Commission européenne, ça a été visité par l'ARS, il n'y a rien à cacher sur l'emplacement. Oui, sur l'emplacement, tout à fait. Et puis nous-mêmes, pour être franc, à Vergès, on nous a montré un certain nombre d'emplacements, donc il n'y a pas de sujet sur l'emplacement, mais on a cette surprise d'avoir cette difficulté à avoir le groupe Nestlé qui explicite les raisons de sa fraude, ce qui est un problème. Voilà. Mais donc du coup, je vais essayer de comprendre un petit peu l'état du site dans les Vosges. Vous êtes directeur de ce site. Est-ce que vous pouvez nous faire l'historique des puits qui ont été fermés et des raisons pour lesquelles ils ont été fermés, pour qu'on comprenne voilà, les différents sites et la manière dont les choses se sont passées. Ok. Alors, encore une fois, je vais juste rappeler que je n'étais pas là à l'époque des faits, donc je vais essayer simplement de vous donner ce que je sais oui, bien sûr, au niveau de ces forages. Ouais. Donc en fait, on a effectivement deux forages qui ont été fermés sur le réseau Contrex suite au retrait des traitements non conformes. Et ça, nous sommes en octobre et novembre 2022. D'accord. Et l'eau de ces forages ne présentait plus les caractéristiques d'une pureté originelle à l'émergence. C'est la raison de l'arrêt de ces forages? Alors, encore une fois, je n'étais pas là, donc je ne peux pas vous le confirmer. Oui, mais c'est toujours la même eau qui est dessous. Je le suppose. Alors, comme l'a dit mon collègue, aujourd'hui, c'est plus l'ouvrage en lui-même qui pose problème quand on a des problèmes de... Donc ce n'est pas la ressource? Non, ce n'est pas la ressource. C'est la qualité de l'ouvrage qui permettait l'extraction? Oui. 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 D'accord. Oui. Donc okay. ces deux forages sont arrêtés donc en octobre et novembre 2022, en même temps que l'arrêt des traitements non conformes. Et nous avons deux autres forages dont les traitements non conformes sont arrêtés, non conformes à la réglementation sont arrêtés le 3 juin 2022. Et ces forages vont rester en place jusqu'au 5 mai 2023. Alors, j'ai pas compris, pardon. Arrêté en juin 2022, mais en place, ça veut dire quoi? Vous pouvez m'expliquer? J'ai pas compris, excusez-moi, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Les traitements non conformes à la réglementation ont été retirés du réseau de ces deux forages en juin 2022, le 3 juin 2022. D'accord. Et les forages ont été suspendus le 5 mai 2023. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans l'intervalle? Parce que vous avez des problèmes de qualité d'eau sur ces forages, puisque les traitements illégaux ont été retranchés. Qu'est-ce qui se passe entre juin 2022 et mai 2023 sur ces forages, puisque ces traitements illégaux, même si vous ne savez pas à quoi ils servaient, supposons qu'ils servaient à assurer la qualité de l'eau. Comment vous fonctionnez entre juin et mai 2023? Alors nous avons alors je vous rappelle que ça fait partie du plan de transformation qui avait été discuté avec nos ARS, c'est en pure transparence. Et nous avons donc continué la production avec ces deux forages. Oui. À côté de ces deux forages, il y avait un plan de rémédiation, c'est-à-dire que nous avons essayé, le groupe a essayé, avant que j'arrive, le groupe a essayé de trouver des solutions pour que ces forages puissent retrouver une stabilité et être conservés dans le mélange. Et malheureusement, et ça s'est passé 7 à 8 semaines après que je sois nommé directeur d'usine, nous avons décidé de les suspendre. Pourquoi? Le plan de rémédiation qui avait été imaginé, qui avait été travaillé, s'est avéré beaucoup plus complexe que prévu. Et le groupe a décidé proactivement de suspendre ces forages. Et pour nous rassurer, à partir de juin 2022, là en revanche, vous enlevez les traitements, mais vous mettez les microfiltrations à 0,2? Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas quand est-ce que... Enfin, moi, quand j'arrive en mars 2023, les microfiltrations 0,2 sont déjà sur le process.
Par contre, et donc, oui, donc je connais pas l'antériorité. De mars à mai, en tout cas, vous, pour ce que vous en savez, il y a la microfiltration sur le process. Tout à fait. Et elle permet de sécuriser, du coup, les eaux une fois que les traitements ont été retirés. Non, je dirais pas ça. Aujourd'hui, au niveau de la sécurité alimentaire, parce que je pense que c'est à quoi vous voulez venir, la sécurité alimentaire n'a pas été un sujet sur ce problème-là. Aujourd'hui, on sait aujourd'hui avec nos systèmes qualité un mélange effectivement de microfiltration, de cycle de nettoyage. Nous avons des plans de nettoyage stricts qui nous permettent de maintenir l'hygiène de nos lignes, plus des plans de contrôle et un système qualité derrière qui supervise le tout, qui nous permet de garantir la sécurité alimentaire. D'accord. Je vais en profiter pour le redire. La sécurité alimentaire, et ça a été explicité par la CEGIP, la sécurité alimentaire n'a jamais été un sujet pour Nestlé Waters Vosges sur la période. Donc vous dites bien que c'est à la fois le mélange, enfin je résume parce qu'on pour être clair pour moi, le mélange de la microfiltration et des nettoyages que vous faites qui assure la qualité. Et d'un plan de contrôle. Et le plan de contrôle. Et d'un plan de contrôle. Donc la microfiltration pour vous a quand même un rôle de hygiénisant. Alors la microfiltration, je vous rappelle, le but de la microfiltration aujourd'hui, c'est l'équilibre entre le plan de nettoyage et une microfiltration qui nous permet de contrôler l'apparition des biofilms dans nos installations. Okay. Donc effectivement, c'est l'ensemble du système qui nous permet, nous, de garantir la sécurité alimentaire pour le consommateur. D'accord, c'est un point important pour nous parce qu'en effet, la question du rôle de la microfiltration, vous l'avez un petit peu clarifié. On est d'accord que les forages que vous évoquez là sont les forages épars? Oui, tout à fait. D'accord. Donc vous m'avez dit 2 forages, puis 2 forages, ça, donc en tout 4 forages qui étaient... 4 forages qui ont été suspendus, en fait, oui, 4 forages qui ont été suspendus. D'accord. Et d'autres forages ouverts pour compenser ou pas du tout? Ou en fait, une fois que les forages... Parce qu'en fait, est-ce que par exemple, pour comprendre si la qualité de l'eau était maintenue, si vous aviez fait un forage juste à côté du forage, vous auriez pu redémarrer? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. D'accord. Mais effectivement, sur le réseau Contrex, non, nous n'avons pas eu besoin de capacité additionnelle. Nous étions en surcapacité sur la partie Contrex. Par contre, sur Épar, effectivement, nous avons perdu de la capacité à l'occasion de la suspension de ces 2 forages. Et alors, si le sujet, excusez-moi, c'est pour vraiment ma compréhension, si le sujet n'était qu'un sujet qui portait sur l'ouvrage et non pas sur la pureté originelle de l'eau, qu'est-ce qui vous empêchait de forer juste à côté et d'aller récupérer l'eau si elle était de bonne qualité? Tout simplement parce que nous sommes sur Vosges dans un aquifère qui est fracturé et c'est extrêmement difficile de trouver des ressources additionnelles sur ce réseau départ. Ça fait plusieurs années qu'on cherche des forages supplémentaires sur Épar. D'accord. Et aujourd'hui, sans succès. Vous n'y arrivez pas. Okay. On n'a pas aujourd'hui on n'avait pas de forage d'avance, on va dire, sur l'eau minérale Épar pour être capable de compenser les forages suspendus. Et qu'est-ce qui explique la dégradation de la qualité de ces forages? Ce sont des forages anciens ou c'est un problème de maintenance pendant un certain nombre de temps? Oui, juste pour vous donner un titre de comparaison, on ne va pas vous faire distribuer les bons et les mauvais points, mais quand on discute avec Danone, il nous dit sur un certain nombre de sites, moi je n'ai jamais eu à fermer un forage, ça ne m'est jamais arrivé parce qu'on entretient nos forages. Dans les éléments de compréhension qu'on a essayé d'avoir, qu'est-ce qui vous explique pour vous les problèmes qui ont été rencontrés sur ce forage? Alors je ne suis pas hydrogéologue, ça m'est un peu difficile de répondre, mais en gros c'est un mélange entre des conditions atmosphériques, c'est-à-dire dans le cadre du Gard, je sais qu'il y a pas mal d'inondations. On a aussi, nous, des épisodes qui sont de plus en plus fréquents. On a bien sûr la vétusté des forages qui joue un rôle, tout à fait. On a aussi la caractéristique du sous-sol. Les sous-sols peuvent être plus fragiles que d'autres et plus perméables. On a aussi la profondeur du forage qui peut jouer. Sur le réseau départ, nous avons des eaux qui sont assez proches de la surface, et ce qui peut expliquer aussi. Alors encore une fois, le plan de rémédiation qui avait été envisagé n'a pas pu aboutir, donc c'est vraiment des recherches qui sont complexes et pour lesquelles nous n'avons toujours pas abouti concernant la suspension de ces 2 forages. Oui, pardon, juste une précision, parce que du coup, ce qui vient un petit peu contredire ce que vous me disiez sur le forage, c'est que visiblement, les conclusions de l'ARS sur l'un des forages étaient de dire qu'il y avait de la matière fécale dans les analyses et qui justifiait la fermeture.
Est-ce que vous nous confirmez la présence de matière fécale sur l'un des forages? Alors sur un des forages qui a été suspendu ou fermé avant que j'arrive, peut-être, je ne sais pas. Sur le captage d'Essar, novembre 2022? Novembre 2022, ouais, je ne sais pas. Novembre 2022, je n'étais pas sur place. Alors, juste pour comprendre, comment vous pouvez nous affirmer que la qualité de l'eau et la pureté originale est garantie et dans le même temps qu'il y a eu des rapports? J'ai jamais dit que la pureté originale était garantie. Attention. Vous avez dit tout à l'heure, je vous ai demandé si pour vous il y avait toujours la pureté originelle et vous m'avez répondu que oui. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. Donc, la pureté originale sur ces forages n'était pas garantie. C'est pour ça qu'on les a suspendus. C'est d'ailleurs l'unique raison pour laquelle on a suspendu ces 2 forages départ. C'est-à-dire que la pureté originale, la stabilité du forage n'était plus assurée. La pureté originelle, ça fait référence à l'eau. Est-ce que l'eau, la pureté originelle, donc vous dites que c'est le forage lui-même qui détériore la qualité de l'eau, c'est ça? Oui. Ou c'est l'eau qui pose un problème de pureté originelle? Alors, je vais le dire différemment, c'est-à-dire que l'eau que nous prélevions de ce forage n'avait plus des conditions de stabilité requises dans la réglementation de l'eau minérale. Donc il y a un problème de pureté originelle. Il y a un problème de pureté originelle de l'eau, avec de la matière fécale qui est remontée par l'inspection de l'ARS. Question sur le porté à connaissance des autorités. Alors est-ce que ça, peut-être, c'est encore une fois, c'est ma dernière question avant que vous arriviez, après je pose que des questions quand vous étiez là, mais est-ce que vous avez su les raisons pour lesquelles, c'est en avril 2022, presque un an après les révélations au niveau ministériel d'août 2021, qu'il est porté à connaissance des autorités, ce qui se passe sur le site, et que la visite est faite avec les services de l'État, différents systèmes de fraude qui étaient en place. Est-ce que vous savez, est-ce que ça vous en avez échangé avec votre prédécesseur sur les raisons pour lesquelles c'est à ce moment-là que les choses se passent dans les Vosges? Non, clairement non. Je n'ai jamais été informé de ce qui s'est passé des relations avec les autorités avant mon arrivée. Très bien. Avril 2023, vous êtes là? Avril 2023, oui. Très bien. Dès le 17 avril 2023, il y a Nicolas Bouvier qui envoie à Mathilde Bouchardon, qui est conseillère auprès du ministre de l'Industrie, je cite, des éléments de langage prévus pour le comité social d'entreprise et pour les médias concernant la suspension de 2 forages qui seraient susceptibles d'avoir un impact en termes d'emploi. Le 15 mai, il lui transmet ensuite le contenu de l'annonce qui sera faite en comité social d'entreprise le 16 mai. Êtes-vous à l'origine de cette transmission d'informations à Madame Bouchardon, directement ou indirectement? Ni directement ni indirectement. Donc c'est pas quelque chose qui vous a été demandé par Nestlé? Non. D'accord. Et dans votre analyse, dans quel but ces informations ont été transmises? Alors d'abord, je ne connais pas le détail de ces informations, donc je ne pourrais pas répondre à cette question, désolé. D'accord. Oui. D'accord. Peut-être, si je reviens sur les décisions qui ont été prises sur l'eau Épar. Le 5 mai 2023, le forage Épar Nord et Épar Essar ont été mis à l'arrêt. Suspendu, si je peux vous reprendre. Très bien. Monsieur le rapporteur. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la différence que vous établissez entre suspendu et mis à l'arrêt? Suspendu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous considérons que ces forages, si nous arrivons à trouver l'origine des déviations que nous constatons sur l'eau qui est prélevée de ces forages, nous gardons la possibilité de le réintégrer dans le mélange, c'est-à-dire de les remettre dans la liste des forages qui nous servent à embouteiller l'eau départ. Et donc et à ce jour, je vais faire un jeu de mots, ils sont toujours à l'arrêt. Aujourd'hui, ils sont toujours suspendus. Oh, d'accord. Bon, d'accord. On est sur la même longueur d'onde. Et du coup, la production d'Épar se poursuit avec un mélange différent. Tout à fait. Ça vous a amené à changer l'étiquette ou... Non, parce que le mélange qui a été issu des 4 forages qui restent sur Épar nous a permis de garder la minéralisation qui est déclarée, qui n'est pas que sur l'étiquette, elle est déclarée aussi dans notre arrêté, et aujourd'hui c'est la même. Est-ce qu'à un moment s'est posé la question de l'arrêt pur et simple Épar? Parce que c'est des traces qu'on voit par moment au dossier sur un certain nombre de points. Est-ce que pour vous c'est une question qui a été envisagée à un moment chez Nestlé ou pas? Jamais. Depuis mon arrivée, jamais on a envisagé d'arrêter Épar sur le site de Nestlé Waters Vosges. D'accord. Question aussi sur ces forages. Chez Nestlé, j'allais dire.
à Perrier et à Vergès, il a été décidé de passer par le déclassement pour continuer l'exploitation des forages sous l'appellation Maison Perrier, comme peut-être vous le savez. Haute-Boisson, tu as raison, Haute-Boisson. Est-ce que cette hypothèse a été envisagée chez vous? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes posé la question de aussi passer par le déclassement pour Épar, ou cette solution n'a jamais été véritablement envisagée, ou même peut-être vous y réfléchissez aujourd'hui? Alors ça a été envisagé, la réponse est très simple. Les eaux aujourd'hui minérales qui sont embouteillées sur Vosges, et notamment Épar, est trop fortement minéralisée pour être simplement classifiée en eau de boisson. D'accord, donc elle ne pourrait pas en fait... Elle ne pourrait pas, très bien. tout simplement. D'accord. Donc c'est la faible minéralité chez Perrier qui permet de... Très bien. Enfin, okay. Qui permet de... Alors, je ne peux pas dire ce qui se passe à Vergès. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais vous n'avez rien dit de grave. Hein. Vous avez juste dit qu'ils exploitaient... voilà, pas de problème. Le 5 mai 2023, le jour de l'arrêt des forages Épar, vous avez demandé, si mes informations sont correctes, une révision des autorisations d'exploitation de la source Épar et de Contrex pour autoriser le recours à la microfiltration à 0,45. Est-ce exact ? Laissez-moi juste... Je vous en prie. Vérifier. Ça vous dit quelque chose tout de même? Oui, bien sûr, ça me dit quelque chose. Excusez-moi, mais je découvre les questions ah, bien sûr, quand vous les posez, donc je ne suis pas forcément préparé. Donc, non, je vous en prie. On a effectivement sur Épar, sur Épar, nous sommes déjà actuellement à 0,2 micro de filtration. Mais vous déposez une demande d'autorisation. Alors oui, mais là sur les demandes d'autorisation, on va à quelque chose d'assez paradoxal. La demande d'autorisation, en fait, c'est une demande de maintien des 0,2 qui sont aujourd'hui sur notre réseau, issus du plan de transformation. C'est-à-dire que le plan de transformation incluait des 0,2 sur le réseau Épar, et dans l'arrêté, dans l'arrêté dont l'instruction est en cours, aujourd'hui, on confirme la demande pour des 0,2 sur le réseau Épar. Oui, juste une question, parce qu'en fait, en effet, il y a eu des demandes en deux temps. Le 5 mai 2023, vous demandez le 0,45, et puis plus tard, le 29 mars 2024, vous demandez le 0,2, en tout cas des informations que j'ai. Ce que je veux dire, c'est que vous demandez le 0,45 le jour de l'arrêt des forages. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le 0,2 sur ces forages permettrait le redémarrage des forages que vous évoquez, départ? Alors non, ça n'a rien à voir parce qu'aujourd'hui... C'est pour les autres forages. Aujourd'hui, la raison pour laquelle nous avons suspendu les forages, c'est parce qu'ils ne répondaient plus aux critères réglementaires de l'eau minérale. Okay, Très ça bien. n'a rien à voir avec un traitement. Très bien, ok. La pureté originelle de la source. Peut-être une dernière question sur la microfiltration à 0,2 et une surprise par rapport aux explications qui nous sont données. À Vergès, c'est sur l'étendue du site que la justification est venue du 0,2. C'est-à-dire que lorsque nous discutons avec des concurrents de Nestlé Waters, ils nous expliquent qu'eux, ils se sont mis avec facilité au diapason de la réglementation, que pourtant ils ont aussi de vastes usines avec un nombre de forages très important, notamment sur le site d'Évian ou de Volvic, et que finalement la manière d'éviter les questions de biofilm qui sont évoquées par vous mais qui sont aussi évoquées à Vergès, ça s'appelle le nettoyage de ces infrastructures. Et vous nous dites que c'est une forme de combinaison de nettoyage et de microfiltration à 0,2. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que d'un côté, on a l'impression que finalement que la microfiltration est une manière de... Si je résumais, la conclusion qu'on pourrait tirer, peut-être un peu hâtivement, c'est que la microfiltration est un moyen de faire moins de maintenance finalement sur les infrastructures. Alors je vais vous expliquer à Vosges, à Nestlé Waters Vosges, pour nous, qu'est-ce que le 0,2? Donc, pour nous, aujourd'hui, le filtre 0,2 micron a déjà une caractéristique importante, c'est qu'il conserve le constituant essentiel de l'eau minérale. C'est-à-dire qu'il conserve la minéralisation. Okay, il faudrait descendre au niveau de la nanofiltration pour avoir un impact sur la composition chimique de nos eaux. Deuxièmement, ces filtres 0,2 ne désinfectent pas l'eau. Comme tous les autres traitements qui sont conformes à la réglementation, ils ont bien sûr un impact sur la flore naturelle de l'eau, mais ces filtres laissent passer une partie
de cette flore qui va se retrouver et qui va se redévelopper dans la bouteille. Et pour ça, nous avons fourni de nombreuses études aux administrations, que ce soit nationales ou locales, afin de prouver cet effet aujourd'hui. Vous dites que vous avez fourni de nombreuses études. C'est un point qui est très important pour nous. Est-ce que vous avez les dates, par exemple, de la transmission de ces études à l'ANSES? Parce que on nous a dit à Vergès, de la même manière que à de nombreuses reprises, des informations avaient été transmises à l'ANSES. Or, nous ne retrouvons aucune trace de cela. Donc, est-ce que vous avez des éléments, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, qui vous permettent d'affirmer ce que vous dites, c'est-à-dire que des transmissions nombreuses ont été faites auprès de l'ANSES? Alors, je vais être transparent avec vous. Ces transmissions ont été faites à partir d'une organisation qui est au-dessus de l'usine. Donc, je ne peux pas vous donner de date. C'est laquelle, s'il vous plaît? Je pense, je ne sais pas. Je pourrais vous répondre exactement. Donc c'est eux qui vous ont dit en préparation de cette audition qu'ils avaient transmis à de nombreuses reprises? Alors, pas seulement en préparation de cette audition, je le savais qu'effectivement, il y avait ce dossier qui avait été envoyé. Il y a eu des tests qui ont été effectués sur le site des Vosges. Et l'ensemble des résultats ont été compilés et envoyés aux autorités. Par contre, je ne sais pas exactement quel est le service de Nestlé aujourd'hui qui a envoyé... si vous pouvez porter à nouveau notre demande d'avoir ces éléments de preuve qui montrent que, c'est une des clés pour nous, à la fois aux ARS et à l'ANSES, puisque ça nous a été dit à Vergès par Madame Liénot, des éléments ont été envoyés pour prouver que le 0,2 n'affectait pas le microbisme de l'eau, ce qui est la clé, évidemment, des sujets qui sont réglementaires. Moi, j'en ai presque terminé, Monsieur le Président. Juste une dernière question pour nous. Vous avez tout à l'heure évoqué votre supérieur hiérarchique au moment de votre arrivée, et nous voudrions aussi le nom de votre prédécesseur. Il y a quelqu'un qui pourrait être en situation de répondre aux questions auxquelles vous ne pouviez pas répondre. Donc le nom de mon prédécesseur, il s'agit de Ronan Lefanic. Il est toujours chez Nestlé? Il est toujours chez Nestlé, tout à fait. Par contre, vous ne m'avez pas laissé finir mon exposé sur le 0,2. Et le supérieur, pardon? Le supérieur hiérarchique? Oui. Alors vous parlez du supérieur hiérarchique de l'époque, quand j'ai pris mes fonctions? Oui. Il s'agit de M. David Vivier. Monsieur comment? David Vivier. Merci. Et je vous en prie, reprenez l'exposé sur le 0,2. OK. Donc, j'expliquais donc respect des constituants essentiels de l'eau minérale. Il ne désinfecte pas l'eau. La flore, une partie de la flore passe à travers la 0,2 et se redéveloppe dans la bouteille. C'est les études, tout l'objet des études que nous avons fait parvenir. La troisième, c'est ce que j'ai exposé précédemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous permettent de garantir la sécurité alimentaire en combinaison avec des cycles de nettoyage stricts et un plan de contrôle. Aujourd'hui, nous réalisons sur Vosges plus de 800 analyses par jour afin de garantir cette sécurité alimentaire. Donc, en résumé, ils garantissent la sécurité alimentaire sans altérer la composition minérale et tout ça dans le respect de la réglementation actuelle. Encore 2 points. Je vous ai juste expliqué que le contexte Vosges est un peu spécifique parce que nous avons des tuyauteries aussi extrêmement longues. Hein. Le site, on a 44 hectares de site et des dizaines de kilomètres de tuyauterie. Et on a une eau qui est très fortement minéralisée, ce qui se diffère un peu de la moyenne, on va dire, de la minéralisation des eaux minérales en France. Dans ce contexte, toujours pareil, nous utilisons ces filtres 0,2 parce qu'ils préviennent et ralentissent cette formation de biofilm. Et enfin, et je m'arrêterai là, aujourd'hui, je voudrais juste rappeler qu'il n'existe aucun texte officiel à ma connaissance qui interdit l'usage du 0,2 microns. Voilà pour cette audition de la commission d'enquête du Sénat sur l'industrie des eaux en bouteille.